Bon, eh bien, nous allons démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Chloé Séché, je suis chargée de mission au RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui est un réseau qui rassemble 180 collectivités territoriales de tout niveau, des communes, des intercommunalités, des départements et des régions, avec vraiment une diversité de territoires représentés, des territoires très ruraux, d'autres beaucoup plus urbains, des métropoles, qui ont en commun de développer des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Euh, Nous organisons aujourd'hui ce webinaire, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans la commande publique en partenariat avec le CIRID. Je laisserai ensuite James Pedron présenter le CIRID. Et donc, voilà, ce temps est co-organisé avec le CIRID. Vous êtes un peu 70 inscrits. Actuellement 40 connectés et une grande majorité d'entre vous êtes des représentants de collectivités territoriales, agents ou élus en charge de l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, la commande publique, voilà, une diversité de représentants de collectivités territoriales et quelques structures qui se joignent à nous pour ce temps d'échange. Cette conférence en ligne fait suite à une conférence en ligne que le RTES a organisée en octobre 2021 sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération avec Patrice Vidal d'Atemis et le retour d'expérience de Roissy Pays de France. Voilà, c'était vraiment l'occasion de poser le cadre de manière approfondie sur ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Nous y reviendrons de manière un peu plus brève tout à l'heure. Et d'ailleurs, je partagerai juste après, dans le fil de discussion, le lien vers cette précédente conférence en ligne. Et à l'occasion de cette conférence en ligne, plusieurs participants se demandaient comment concrètement intégrer l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans la commande publique. Nous voilà aujourd'hui pour y répondre, donc en lien avec le CIRID, et nous avons également invité deux personnes de Valence Roman Aglo pour qu'elles puissent, je les présenterai juste après, pour qu'elles puissent partager un retour d'expérience en la matière. Voilà, vous en saurez beaucoup plus juste après. Alors, avant de vous présenter les intervenants, je voulais juste rappeler quelques petites règles de base. Je pense que maintenant, tout le monde est rompu à l'exercice, mais vous invitez à couper vos micros et caméras, et c'est ce que vous avez tous fait quand vous ne prenez pas la parole, et à utiliser le module de discussion, alors comme vous le faites pour l'instant pour vous présenter, et peut-être aussi si vous avez des questions, peut-être, et je vous y invite, si vous avez des questions aux intervenants, posez-les dans le fil de discussion, et moi je les transmettrai au moment le plus opportun. Alors donc, cette conférence en ligne, comme je le disais, on l'a organisée en lien avec le CIRID, et donc en lien avec plus précisément James Pedron, qui est responsable de projet au CIRID. Il se présentera juste après. Et nous avons invité Elsa Boulot, qui est chargée de mission agriculture et alimentation à la communauté d'agglomération Valence-Roman-Aglo, et Cécile Castagny, qui est à la direction commune des achats et des moyens généraux de Valence-Roman-Aglo. Dans un premier temps, Jeff Pedron qui présentera le CIRID, aura aussi l'occasion de présenter une action autour de la commande publique et l'économie de la fonctionnalité, les enseignements qui en découlent, ou autrement dit quelques éléments sur la façon dont les collectivités territoriales peuvent s'emparer du référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, notamment dans le cadre de la commande publique. Nous aurons ensuite le retour d'expérience d'Elsa Boulot et Cécile Castagny de Valence Roman Aglo, une synthèse par James Pedron, et ensuite on gardera vraiment un temps d'échange pour répondre à vos questions, interpellations, partage d'expérience à la fin de cet échange.
Voilà, donc sans plus attendre, je donne la parole à James Fedron pour qu'il se présente et présente le CIRID et je partage de suite le diaporama. Parfait. Merci Chloé. Bon, bonjour à toutes et tous. Donc, James Pedron, je fais partie de l'équipe du CIRID. Le CIRID, c'est le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Donc, c'est une association qui est basée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre siège, et je suis dans les locaux aujourd'hui, c'est à Saint-Étienne. Pour ceux qui connaîtraient, on est dans le quartier de la Cité du Design de Saint-Étienne. Et on a une action régionale sur Auvergne-Rhône-Alpes. L'action pilote qu'on va partager avec vous aujourd'hui, elle rentre dans cette action régionale d'animation auprès des acteurs publics et des acteurs économiques. Et au CIRID, on a également une activité de centre de ressources où on propose des plateformes numériques sur différents thèmes. Peut-être que vous avez creusé le CIRID sur des plateformes d'économie circulaire. On a dans différentes régions de France et un petit peu aussi à l'étranger, au Québec et sur le canton de Genève. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper économiecirculaire.org, qui est la plateforme, la méta-plateforme qui regroupe la dizaine de plateformes, et vous trouvez une liste en haut déroulante des différentes plateformes territoriales. Pour en citer que deux, il y a Collectif, par exemple, sur Grand Est, Grand Paris Circulaire sur Paris, voilà. Mais vous en avez dans d'autres régions. Donc voilà pour présenter assez brièvement les activités du CIRID. Donc pour ma part, donc dans les thèmes qui animent les activités du CIRID, il y a le thème de l'économie circulaire et plus spécifiquement, parce que parfois on les rattache, le sujet de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ça va être l'objet du propos d'aujourd'hui. Donc moi je suis en charge de ces projets sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc voilà, je vais prendre une quinzaine de minutes d'introduction pour vous donner quelques éléments d'introduction et de présentation avant d'avoir la chance de pouvoir écouter le témoignage retour d'expérience d'un des territoires qui a bénéficié de l'accompagnement dans le cadre de COFP. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Super, très bien. Du coup, alors oui, l'idée c'était de faire un rapide lien avec l'intervention de Patrice Vidal, d'Athémis, qui est intervenu dans un autre webinaire du RTES en fin d'année dernière. Voilà, la définition de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qu'on utilise l'acronyme EFC parfois. Donc c'est un nouveau référentiel mobilisable par tout acteur économique au sens large. Donc c'est bien sûr pas uniquement les entreprises, hein, ça intègre aussi les acteurs publics et associatifs, bien sûr, tout le secteur de l'ESS, et qui a pour but de dépasser les limites du modèle économique actuel dans une perspective de réponse aux enjeux sociaux environnementaux. Alors dans sa définition, je pense que pour certains, vous avez suivi la présentation de Patrice. Pour d'autres, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous aurez l'opportunité de pouvoir la visionner ou la regarder. Je ferai simplement le lien avec les trois limites qu'il avait eu l'occasion de présenter dans le cadre de sa présentation de ce nouveau modèle. Donc, dans les trois limites, il y avait la tension sur les volumes. C'est vrai qu'on a une économie, une organisation socio-économique qui s'appuie beaucoup sur les volumes, et que la manière dont on appréhende l'économie de la coopération vient interroger en fait le fait d'arriver à décorréler les volumes. Ça pour une raison assez simple, c'est que il y a ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que c'est un enjeu collectif en fait, d'arriver à décorréler en fait le développement économique d'une emprise sur les ressources. Et à travers ça sur les nombreux impacts environnementaux. Et donc ça nous invite à arriver à interroger la création de valeur autrement que uniquement par la mécanique de l'augmentation du volume.
Et parmi les deux autres limites, je les évoque rapidement, c'était le fait d'apporter des réponses trop segmentées aux questions et aux enjeux auxquels on cherche à répondre. Et puis, la nécessité d'avoir une action aussi sur les personnes et sur les usages, pour, une limite qui est souvent rencontrée dans les projets. Et puis, Patrice avait également évoqué 6 clés pour agir. Le travail sur la valeur, ça rejoint cette prise en compte des limites sur les volumes. À quoi on accorde de la valeur finalement quand on fait une activité économique? Là, on est sur le terrain des jeux des achats publics, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on valorise et qu'est-ce qu'on rémunère et à quoi on est attentif? Du coup, une incitation à comprendre les usages et les pratiques des personnes, arriver à proposer des solutions intégrées. Donc, parfois on parle d'offres servicielles, et donc les services, elles sont parfois associées aussi à des produits. Donc on essaie de combiner en fait la mise à disposition de produits, de ressources et de services, tout ça dans une solution intégrée. L'apprentissage de la coopération, voilà, c'est dans le terme même de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. D'ailleurs, c'est une spécificité, sans m'étendre trop, mais parfois on voit le terme uniquement économie de la fonctionnalité. On parle aussi de couple produit-service. PSS. Nous, on a dans nos partenaires à Saint-Étienne, à l'école des mines de Saint-Étienne, par exemple, qui est un des fondateurs du CIRID. Et donc, il y a des travaux qui sont menés sur les offres servicielles à partir des offres industrielles, et qui sont déjà un premier niveau dans la trajectoire vers le FC. Mais c'est indéniable que les questions qui sont soulevées, on va en relever certaines ensemble, par l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, va plus loin uniquement que ces notions de couple produit-service. Donc, on a des offres intégrées qui sont plus riches. On va interroger d'autres questions. Pour terminer sur les cycles pour agir, déplacer les façons de contractualiser. Donc, on rejoint la notion de valeur aussi. Voilà, comment on se met d'accord sur les contrats, soutenir l'engagement et le travail. Donc, la prise en compte du travail, ça c'est une des particularités aussi de l'EFC. Et puis installer des dispositifs. Alors, il y a un terme un peu expert qui s'appelle la réflexivité. Peut-être ça vous parlera, mais donc comment on fait en sorte de s'organiser pour adapter l'organisation, se poser des questions, s'assurer que ça fonctionne, faire des ajustements, et dans un mode certains diraient d'amélioration continue. Je ne sais pas si c'est juste, mais on peut faire une association par rapport à ça. Voilà. Donc voilà, c'était, j'espère, court, mais de faire le lien avec la présentation et un rapide rappel. Donc, j'ai mis sur la slide, c'est vraiment extrêmement important, l'importance de la communauté EFC. Là, aujourd'hui, vous avez une prise de parole à la fois un territoire qui a été accompagné et du CIRID, mais à travers ma parole, il y a tout un réseau qui réunit aussi Patrice Vidal, un Athémis. On est regroupé au sein de l'IEEFC, donc l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On est soutenu par des partenaires sans qui ces opérations ne seraient pas possibles, qui sont encore des opérations d'innovation. Vous voyez apparaître les logos en bas de diapo, à la fois de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, à la fois au niveau territorial, en ce qui nous concerne sur l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi l'ADEME au niveau national. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on est sur ce territoire-là. Et donc, on est soutenu par également cette collectivité. Les autres logos correspondent à des territoires, vous verrez après, qui ont été accompagnés dans le cadre de l'opération. Donc l'Institut, c'est important. Les clubs territoriaux, il y en a une dizaine en France. Donc, si vous voulez les découvrir, vous allez sur le site de l'IEFC, vous irez accès facilement. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous, on anime un club qui s'appelle le Club Clé, qui fédère en tout cas les dynamiques autour de l'EFC. Dans la communauté, il y a aussi les ateliers, dont un atelier sur les achats publics et l'EFC, que j'ai la chance de co-animer avec Romain Domici d'Athémis. Et je vous le redirai, mais on a une date prochaine, le 17 mars, où on va faire témoigner un autre territoire, le Grand Lyon, le 17 mars matin de 10h à 12h, et on va faire témoigner à la fois la collectivité et l'entreprise qui a été retenue sur des stands, les mises à disposition de stands en fait. Donc on est content de pouvoir faire ça. Ça fait un petit moment qu'on voulait aussi avoir ce format de témoignage à
deux voies, collectivité, entreprise. J'ai noté aussi la communauté cooptère. Donc ça, c'est un projet qui est soutenu par l'ADEME, qui se décline dans chaque région de mise en place d'écosystèmes coopératifs territoriaux. Donc on l'évoquera aussi parce que ça a du sens en plus avec le témoignage, en prolongement de ce qui a pu être fait ici en région. Et puis les autres communautés impliquées, il y a des formations, je crois que Patrice l'avait évoqué d'ailleurs, qui sont en cours avec le réseau A3P. Ça vous parle peut-être. Et puis voilà, je ne vais pas tout citer, mais en tout cas, ayez conscience et puis là, le RTS d'une certaine façon aussi, voilà, qui on le remercie, se saisit du sujet et fait un porte-voix, nous propose un porte-voix sur le sujet. Voilà. L'origine de l'action KFP, ça va être très court. Nous, on accompagne à la fois des acteurs économiques au sens large, mais là, on va parler d'entreprises ou d'associations. Historiquement, c'était ça, les trajectoires d'entreprises ou d'acteurs éco. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois, ils avaient un souci pour embarquer dans l'aventure la demande, faire évoluer du coup la demande en face de l'offre, et en particulier sur la commande publique. Et du coup, a été décidé avec l'ADEME de mener l'expérience, d'accompagner concrètement au début 3 territoires, puis 4, à mettre en œuvre dans chacun deux sujets en fait, de commande publique, l'EFC, donc d'expérimenter ça et en même temps de documenter cette expérience. Donc c'est ça qu'on a fait de 2018 jusqu'à cette fin d'année 2021, début d'année 2022. Et puis on s'est posé la question à la préparation aussi, voilà, quel lien finalement entre l'EFC et l'ESS, si on reste dans les acronymes. Je ne sais plus si Patrice Vidal l'avait évoqué, mais la réponse que j'ai envie de formuler, c'est en fait, il y a plusieurs atouts indéniables de l'économie sociale et solidaire vis-à-vis de l'EFC, puisque finalement, il y a plusieurs façons de faire ou plusieurs caractéristiques qui sont présentes dans la manière dont on prend en compte l'EFC. Et donc, ces caractéristiques, c'est la capacité à interroger la valeur produite, de quoi on parle, le mode de gouvernance que ça induit, la capacité à développer de la coopération, et puis une capacité à contribuer au bien commun. Alors, pour ne citer que ces 4-là, parce que je pense qu'on pourra en trouver d'autres, mais celle-ci me semble vraiment important. Et en fait, ces caractéristiques, elles sont mises en œuvre déjà par une grande partie de structures de l'ESS. Donc, du coup, ça crée une plateforme commune de valeurs et de culture qui facilite du coup la prise en compte de l'EFC par les structures de l'ESS. Il y a un tas d'exemples. Je citerai juste les jardins de Cocagne, par exemple. Il y a un partenariat historique autour de l'alimentation avec les jardins de Cocagne. Voilà. Et puis, ça crée aussi des opportunités, les modèles de l'ESS, sur des modèles innovants. Il y a certains écosystèmes coopératifs territoriaux qui peuvent aboutir à des SIC. C'est un format qui est plébiscité pour arriver à articuler des intérêts privés, publics et au service de l'intérêt général. Donc il y a effectivement des liens qui sont forts, même si après dans les marchés publics, c'est les jeux des marchés qui fait qu'il y a tel ou tel opérateur qui répond. Il n'y a pas forcément de balisage uniquement sur un type de structure économique. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Merci beaucoup. Je suis un peu long, hein, peut-être. James Pedron. Non, peut-être un peu, mais surtout, je profite parce que vous avez évoqué les SIC. Je pense que sans doute tout le monde connaît, mais au cas où, il s'agit des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et voilà, si ça vous intéresse, vous trouverez beaucoup de ressources, entre autres sur le site du RTS à ce sujet. Bon. Merci de cette précision utile, effectivement. Ouais. Donc, une petite diapositive pour témoigner de l'environnement stimulant. Je ne sais pas si tout le monde vous adhérez à ce terme, mais appelons-le comme ça, pour la mise en œuvre des démarches d'achat innovant. Vous voyez qu'on va un peu au-delà de uniquement la prise en compte de l'EFC. On est sur le territoire plus large des achats innovants et des achats durables responsables. Et dans les environnements stimulants, il y a des projets politiques, il y a des équipes politiques à la tête des collectivités qui, pour certaines, ont des projets assez ambitieux sur ces sujets-là, les politiques publiques qui sont mises en œuvre,
Aujourd'hui, on va avoir un exemple de lien avec des politiques alimentaires et agricoles, par exemple, qui sont incitatives. L'attente citoyenne qui augmente, donc ça, c'est des éléments d'environnement. Du côté des pouvoirs publics, alors il y a une faute d'orthographe, je m'en excuse, il y a un S qui se balade en trop là, mais du coup, on va de l'incitation, et là-dedans, on va pouvoir mettre le label économie circulaire, hein, qui est coordonné par l'ADEME, qui propose au territoire d'être labellisé sur le thème de l'économie circulaire. J'ai cité qu'un exemple, hein, des outils, il y en a plein d'autres, mais et jusqu'à l'obligation, les lois EGalim ou AGEC, donc EGalim sur plutôt la partie alimentaire qui incite pour pas dire oblige les collectivités à prévoir une proportion plus importante de produits locaux labellisés, etc. dans leurs achats, ou la loi AGEC qui est donc autour de l'économie circulaire, qui, par exemple, incite ou oblige les collectivités à intégrer des notions de réparation, réparabilité, réemploi, reconditionnement dans leurs achats de fournitures. Je ne vais pas plus loin, on pourrait passer beaucoup de temps sur ces sujets, mais je pense que ça vous résonne au moins pour partie. On sent que les choses bougent et que les incitations sont assez fortes. Et puis, j'ai nommé aussi, parce que je pense que c'est important, et c'est l'origine de COFP, il y a aussi quand même des acteurs éco qui évoluent, qui innovent, hein, d'un point de vue social, environnemental, à travers leur démarche RSE, c'était plein d'autres exemples, et qui sont là, en fait, et qui ont envie d'être soutenus par des acteurs publics. Donc, ça, c'est aussi un élément d'environnement stimulant. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Alors là, vous avez la liste des sujets qui ont été traités dans le cadre de l'action pilote. Alors, il y a certains territoires sur lesquels on n'a pas abouti à des marchés. On a fait un travail interne qui n'a pas forcément produit de marché. Bon, je vous laisse découvrir parce que la diapo est affichée. Vous voyez que voilà, on va traiter aujourd'hui des achats alimentaires. Je vous ai dit le 17 mars, on aura un témoignage sur la mise à disposition de stands. Donc c'est ce qui est au Grand Lyon, là, le sujet 2. Et il y a d'autres sujets qu'on a traités qui apparaissent pas forcément là, qui ont été instruits, sans qu'on aille forcément au bout. Et ces sujets, vous le verrez sur des livrables qu'on va mettre à disposition, ils seront évoqués dans le cadre de fiches trajectoires qu'on sera amené à publier. Alors là, je vais essayer de faire très vite, là, sachant que les diapos, je pense, seront aussi partagés. Ouais. Oui, tout à fait. C'est un exercice un peu périlleux parce qu'il y a un guide qui est déjà en ligne sur la librairie ADEME, qui est issu de l'action pilote COFP, qui s'appelle Intégrer l'économie de la fonctionnalité de la coopération, de la fonctionnalité dans la commande publique, dans lequel on donne un certain nombre de recommandations, de retours d'expérience déjà, qui ne sont pas contextualisés. Et donc là, c'est un extract de voilà, histoire de vous donner un peu envie d'en savoir plus de sujets. Mais je vous invite très fortement, si ça vous intéresse, à aller plus loin et à aller découvrir le guide, sachant qu'il y aura une version 2 en plus qui sera du coup disponible bientôt. Alors, je crois que ça a sauté un peu les diapos. Ah, pardon. Ouais. Il faut revenir un tout petit peu en arrière. Intéressant, pardon. Pas de souci. Plus j'essaie de reculer, plus j'avance. Pas de souci. Hop. On en était là, je crois. Oui, celle d'avant même. Donc, quelques points d'attention. Oui, une forme de prudence par rapport du coup, au partage d'expériences qu'on vous propose aujourd'hui. Les paramètres d'environnement, je suis sûr que vous en avez connaissance, ils sont toujours différents et que voilà, il n'y a pas de copier-coller possible en fait. Alors, ça peut inspirer, ça peut vous aider à soulever des questions, peut-être à prendre des bouts de solutions, vous les approprier, mais voilà, le parti pris, c'est pas de vous fournir des recettes toutes faites, c'est de partager une expérience, elle vaut ce qu'elle vaut et elle a besoin d'être transposée dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Ça, c'est une petite réserve d'introduction qui me paraît importante. L'EFC, et ça a été bien développé par Patrice Vidal la dernière fois, en fait, on navigue entre à la fois une approche théorique et aussi quelque chose de très pratique. On va s'interroger sur la mise en œuvre pratique et en particulier la place du travail. Donc ça, c'est très concret. Comment ça modifie le travail des personnes qui facilitent, qui mettent en œuvre, etc. On va assez loin dans les impacts sur le travail. Avec une modification effectivement des habitudes de travail, on verra la coopération étant l'une d'elles, à la fois d'un point de vue technique parfois, parce que on va être amené à intégrer des critères socio-environnementaux, peut-être plus poussés que ce qu'on fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est
dimension plus technique, ou utiliser une procédure d'achat qui va être moins utilisée. Et puis organisationnel, parce qu'on va aller vers plus de transversalité. On va être amené à développer la coopération, prendre en compte les contraintes de l'autre, donc des modes de pratique qui ne sont pas toujours très développés. L'importance des ressources à mobiliser, s'appuyer sur une communauté de travail, ça c'est aussi important, qu'elle soit interne. Là, vous le verrez dans le cadre du témoignage. Il y a une équipe qui se constitue de fait, une petite équipe noyau, et puis au-delà, une mobilisation un peu plus large des directions des services, mais également des ressources à l'extérieur de la collectivité. Donc il y a quelque chose qui se constitue, qui est essentiel pour faire aboutir ce type de projet. Vous me direz, c'est assez courant dans le cadre des projets, mais cette transversalité, elle est carrément indispensable dans le cadre de la mise en place de l'EFC dans les marchés publics. Et une tension nécessaire avec le cadre des marchés publics. Alors, ça, c'est une idée qui me paraît très importante. C'est l'idée que la procédure contraignante des marchés publics, elle est là pour assurer la bonne utilisation des deniers publics, et que ça, c'est non négociable. Et qu'en même temps, on a envie de mettre plus de coopération. Et donc, il y a une tension nécessaire entre ça, entre ce côté, le respect des deniers publics qui implique une certaine compétition, une égalité de traitement, et puis une recherche de plus de coopération aussi avec les partenaires. Donc, on essaie de faire au mieux, sachant qu'on ne négocie pas, bien sûr, avec la transparence et l'accès libre au marché. Je veux bien que vous passiez à la diapo suivante. Alors, au niveau de la conception, on va choisir un marché qui va être le plus favorable possible. C'est-à-dire, on va regarder qu'il y ait des agents, des élus qui soient prêts à consacrer un peu de temps pour l'innovation. On va consacrer du temps à une analyse fine du besoin. Vous apercevrez tout à l'heure sur une des diapos une carte mentale. On a recensé, alors elle sera un peu petite, mais ça vous donnera une idée un peu de tous les besoins autour des marchés alimentaires, et ils sont nombreux. Donc c'est un travail nécessaire qu'on ne prend pas forcément toujours le temps de faire, et qui est vraiment important, et qui peut s'écrire aussi en marchant parfois, parce qu'il y a des besoins auxquels on ne peut pas penser à l'avance, qui vont se construire avec les partenaires et les entreprises. Le sourcing, qui est une bonne pratique générale dans les achats, qui, de mon point de vue, de ce que je peux observer, est sous-utilisé. C'est vraiment une recommandation très forte et nécessaire dans le cadre de la mise en place de l'EFC dans la commande publique. Et puis, avoir une équipe de projet transversal avec des rôles pour chacun dès le début de la démarche, c'est important. Je veux bien que vous passiez à la diapo suivante. Les contraintes légitimes du code des marchés, je ne reviens pas dessus, je l'ai expliqué, liées à la responsabilité par rapport à l'argent public, la sécurité par rapport au risque de rupture d'égalité, ça va dans le même sens. Et puis, il ne faut pas négliger le fait d'avoir des ressources spécifiques. Alors, ça peut être des ressources internes et parfois externes. Le CIRID, on a joué le rôle de ressources externes. Les ressources internes, vous allez en avoir deux témoins à travers la collectivité de Valence Romand Agglo. Donc ça, c'est vraiment, il faut assumer qu'il y a besoin d'un peu de ressources pour accompagner. On ne fait pas des achats comme d'habitude, il faut avoir un peu de ressources pour le faire. Dans le suivi du marché, ça, c'est important parce que, pareil, au même titre que le sourcing est incontournable en conception, passation de marché, on aurait pu le mettre sur les deux, se donner les moyens pour suivre le marché, ce qui n'est pas toujours fait, pour des questions parfois de ressources, de disponibilité. C'est une organisation de suivi, c'est très important. Il y a un outil pour ça qui est documenté, je l'évoquerai en sortie d'intervention, le plan de progrès. Il y a un guide de la direction des achats de l'État qui est assez bien fait. Donc, c'est un outil possible qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre des marchés publics, qui est un moyen de structurer du coup cette manière de suivre l'amélioration du marché. Et donc, ça induit de l'organisation de rendez-vous réguliers de suivi avec les fournisseurs et les services. Et puis, faire appel à des ressources pour suivre le marché sur la performance globale. Pareil, elles peuvent être internes ou externes, c'est important. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Et puis, alors voilà, le renouvellement du marché et la poursuite de la coopération. Considérant que c'est un cercle, c'était pas commode de le faire sur la diapo parce que ça empiétait sur la mise en page, mais en fait, finalement, le dernier carré, c'est un peu l'amélioration continue. En fait, il préfigure la nouvelle conception du marché suivant, etc., etc. Et donc, c'est là qu'on est amené à tirer un retour d'expérience et se poser des questions sur qu'est-ce qu'on rémunère, la juste rémunération du fournisseur, du prestataire. Alors, quand on l'a déjà pas fait progresser avant, et on intègre ça dans le réajustement du marché suivant, et qu'est-ce qu'on rémunère dans la valeur apportée. C'est pour ça que ça se place ici, on aurait pu le mettre en amont aussi.
donc les différentes formes d'intéressement, de différents types de performances. Et puis, voilà, il y a des trajectoires EFC avec des niveaux de prise en compte qui vont plus ou moins loin. Et la version la plus aboutie aujourd'hui, quand on discute au sein de la communauté, c'est ce qu'on appelle les écosystèmes coopératifs territoriaux, qui sont la version la plus aboutie, qui dépasse bien uniquement le marché public. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Voilà. Donc, je l'ai évoqué dans la librairie ADEME. Vous avez déjà un premier guide dispo aujourd'hui. Si vous tapez, on vous partagera le lien, je pense, avec le mail de suite. Mais si vous tapez intégrer, enfin le titre du guide, vous le trouvez facilement. Il y a une V2 qui est en cours de relecture et qui sera disponible dans quelques semaines. Et puis des fiches trajectoires qui pour l'instant ne sont pas publiées, qui le seront pareil avec la V2 du guide. Je veux bien que vous passiez. Ben voilà, c'est bon. C'était un peu plus long que prévu, je pense. Merci beaucoup, James Pedron. Merci beaucoup pour ces éléments de cadrage et puis pour ces recommandations, à la fois pour, d'une manière générale, faire évoluer ces pratiques d'achat et aussi intégrer le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans la commande publique. Je n'ai pas vu de questions pour l'instant. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on va donner la parole maintenant pour un retour d'expérience du territoire de Valence Romand Agglo. Mais n'hésitez pas à vous poser vos questions même sur cette première partie. On redonne la parole ensuite à Monsieur Pedron. Je me mets sur la bonne page et donc nous avons donc la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Elsa Boulot et Cécile Castani de la communauté d'agglomération Valence Romand Agglo, qui vont nous faire part d'un retour d'expérience autour d'un marché alimentaire hors restauration collective et puis en fait du process finalement qui a amené à ce marché et en quoi il intègre en quoi il intègre l'économie de la fonctionnalité de la coopération et puis ce que ça a pu apporter au sein de la collectivité déjà et puis peut-être de manière plus large sur le territoire. Dans un premier temps, je vais alors peut-être Elsa Boulot et Cécile Castani vont se présenter ou sinon proposer à Elsa Boulot de se présenter et d'avoir une première intervention sur la façon dont ce marché s'est monté, dans quel cadre de politique, dans quel cadre politique il s'est intégré au niveau de Valence Romand Agglo. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis chargée de mission agriculture alimentation à l'agglo de Valence Romand et j'ai en charge en fait l'animation de ce qu'on appelle un projet alimentaire de territoire. Alors, le projet alimentaire de territoire, c'est un projet qu'on porte à l'agglo depuis maintenant 7 ans et qui a pour objectif, comme dans beaucoup d'autres territoires, de nourrir la population de notre territoire avec l'agriculture de notre territoire, et en passant aussi par la transformation et la distribution. Une agriculture qui soit respectueuse le plus possible de l'environnement. Et donc, on se projette, nous, à l'horizon 2050 pour pouvoir atteindre en fait, ces objectifs-là, à la fois de respect de l'environnement et de pouvoir nourrir toute la population du territoire. Ce projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse sur le site internet de notre agglo. Il se décline en plusieurs axes où on accompagne de la production jusqu'à la consommation, toute la chaîne alimentaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un travail, bien sûr, partenarial avec l'ensemble des acteurs qu'on pouvait avoir sur le territoire et l'ensemble des habitants, mais que nous, en interne, on s'est demandé en fait quelles étaient nos pratiques et comment est-ce qu'on pouvait les changer s'il y avait ce besoin-là. Donc, on a commencé ce travail-là en mars 2020. En fait, on a fait un diagnostic auprès de tous les services et directions de l'agglo, afin de recenser tous les besoins qui existent, toutes les pratiques alimentaires qu'on pouvait avoir, que ce soit nos petits déjeuners de service, nos repas de travail, nos événementiels, etc. Enfin voilà, une grande diversité d'achats alimentaires. Donc, une fois qu'on a rencontré toutes ces directions, il y a eu un rendu en juillet 2020 de cette étude
qui a montré une chose importante, c'est que toutes les dépenses cumulées de chaque service et de chaque direction dépassaient les seuils européens légaux. Donc, en fait, on avait une obligation de passer par un marché public pour nos achats, ce qui posait la question de comment est-ce qu'on arrive à passer un marché public qui puisse prendre en compte tous les besoins qu'on avait pu lister. Donc, au niveau de cette étude, on a désigné ensuite des référents dans chaque direction pour pouvoir travailler avec nous sur la construction de ce marché afin qu'on puisse répondre à tous les besoins. Et donc, entre juillet 2020 et environ février 2021, on s'est réunis à plusieurs reprises avec ces référents. Quand je dis on, c'est à la fois moi pour la partie projet alimentaire, mais aussi le service des marchés publics qui nous accompagnait à la création de ce marché, afin qu'on ait les éléments à la fois juridiques et puis aussi nos objectifs, nous, en termes de projet alimentaire. Donc, il y a une première réunion qui s'est déroulée sur la définition du besoin de chacun des services. Là, on partait en fait sur l'idée d'allotir notre marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on s'est rendu compte très rapidement qu'on ne pouvait pas allotir un marché avec des besoins aussi divers. Comme je vous disais, ça peut aller du petit déjeuner de 5 personnes au gros événement de 500 personnes. Donc, on a mené une seconde réunion en dressant une carte mentale dans le but de définir un cahier des charges pour notre marché qui recensait en fait les besoins des services aussi en matière de performance environnementale, de quels critères est-ce qu'on allait mettre pour pouvoir recruter nos prestataires et quels indicateurs on pouvait fixer pour pouvoir suivre le marché. Ça, je laisserai Cécile vous en parler un peu plus en détail, mais voilà, c'était l'objet de cette deuxième réunion. Et la troisième, en fait, on a présenté donc un modèle qu'on avait imaginé de cahier des charges à ces référents dans les directions, et on a pu ajuster en fonction de voilà, ce qu'ils ont pensé, est-ce que ça leur paraissait faisable, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter, retirer, enfin voilà, on a travaillé tous ensemble là-dessus. Et en parallèle de ça, nous, au service agriculture-alimentation, on a mené, comme disait James tout à l'heure, une partie de sourcing qui a été très intéressante sur le territoire, à la fois des professionnels de l'alimentation, donc on pense traiteurs, restaurateurs, mais aussi, nous, sur le territoire, on a la chance d'avoir un grand nombre de magasins de producteurs, donc plutôt des produits bruts, pour savoir, voilà, si on mettait en place ce marché, comment est-ce qu'ils pourraient y répondre, est-ce qu'ils seraient intéressés pour y répondre, et quelles seraient les modalités les plus simples pour eux pour qu'ils puissent faire partie de ce marché. Ce qui est ressorti des deux côtés, à la fois du travail avec les services et du travail de sourcing, c'est qu'il nous fallait un marché le plus simple possible. Quand on parle marché public et simplicité, c'est quand même deux mots qui généralement ne vont pas très bien ensemble. Donc, voilà, on s'est dit, avec le service marché, on va avoir du travail, mais on va y arriver. Et on a la chance, en fait, à l'Aglo d'avoir un service marché qui est très créatif. Donc, on a pu se poser la question et plancher dessus pendant plusieurs mois. Du coup, on a publié notre marché en avril 2021. Quelle procédure on a utilisée? Là, c'est pareil, je vais laisser Cécile peut-être rentrer un peu plus dans le détail. On a utilisé une procédure qui est assez peu pratiquée en France parce qu'elle demande une ingénierie technique derrière qui est assez importante, une ingénierie humaine en fait pour suivre le marché, ce qui s'appelle en fait le SAD, Système d'acquisition dynamique. C'est une procédure où on n'a pas un nombre de titulaires défini. On peut accueillir durant toute la durée du marché de nouveaux prestataires et ensuite on les consulte en fonction de nos besoins. Pourquoi on a choisi cette procédure-là? En fait, on avait un grand écart à faire entre deux entités qui n'allaient pas forcément ensemble. À la fois, d'un côté, on avait une grande diversité de besoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des services, et la nécessité de répondre aux règles de la commande publique. Et d'un autre côté, une grande diversité d'acteurs sur le territoire et les objectifs du projet alimentaire qui nous demandent de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire et d'accompagner aussi les transitions. Donc voilà, on s'est dit on a besoin d'un marché qui soit souple, qui soit agile et qui puisse permettre à des prestataires qui aujourd'hui ne sont pas constitués sur le territoire pour pouvoir répondre à notre marché, qui puissent le faire demain, après-demain, l'année prochaine. Et cela, notamment, on regarde la crise sanitaire où on a eu un certain nombre de prestataires qui n'étaient pas traiteurs et qui le sont devenus par la force des choses, mais aussi grâce à cette opportunité de marché. Je ne vous l'ai pas dit, mais en dépenses annuelles, ça représente environ 150 000 €. Donc, c'est un débouché qui n'est pas négligeable pour des petits acteurs sur le territoire.
Et nous, c'est tout le but du projet alimentaire aussi, de faire travailler aussi les petits acteurs, les petits producteurs, les petits traiteurs, enfin voilà. Donc ça, c'était la procédure qu'on a utilisée. Après, il faut savoir qu'on partait sur un marché destiné à des services qui n'avaient pas l'habitude de passer des marchés publics, qui décrochaient leur téléphone pour appeler 3 prestataires quand ils en avaient le besoin, et voilà, qui n'étaient pas habitués au marché public. Et de l'autre côté, des prestataires qui n'étaient pas non plus habitués à répondre à des marchés publics. Certains, oui, mais comme je vous le disais, pour les plus petits, ce n'était pas le cas. Donc, on s'est dit, il va nous falloir un logiciel, une plateforme, pour qu'on puisse passer nos commandes et que ce soit simple des deux côtés. Pour cela, on s'est donc appuyé sur AgriLocal. Donc, c'est une plateforme départementale qui, à l'origine, est destinée plutôt à la restauration collective, donc les collèges, les hôpitaux et autres acheteurs publics qui commandent plutôt des produits bruts pour leurs cuisiniers. Mais l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle a aussi une partie traiteur. Et donc, on a demandé au département si on pouvait utiliser cette fonctionnalité-là pour passer notre marché. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. L'avantage de cette plateforme, c'est que c'est donc quelque chose de très simple à utiliser. Pour réaliser une commande, il suffit de cocher des cases et de remplir à certains endroits et on est guidé pas à pas. Et ça nous permet, nous aussi, pour le côté évaluation de ce marché, d'avoir des statistiques, en fait, parce que nous, à Valence Romain Aglo, on peut être administrateur et voir donc toutes les commandes de tous nos services et pouvoir évaluer ensuite qui est-ce qu'ils ont consulté, quels critères de performance environnementale ils ont pu inscrire ou pas. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, une fois que le marché a été publié et qu'on a commencé à faire une grande campagne de recrutement de nos prestataires, on a aussi en parallèle mené des formations à l'utilisation de ce marché, donc en interne pour nos services, qui continuent toujours aujourd'hui. Et on a aussi accompagné les prestataires qui s'inscrivaient au marché à améliorer leurs pratiques. Ce que je veux dire, c'est que comme dans les marchés publics, on n'a pas le droit de mettre de clauses qui imposent un critère de localité, sauf une jurisprudence qu'on a utilisée nous pour pouvoir permettre de recruter des prestataires sur une limite territoriale, mais pas forcément que ce soit des personnes qui utilisent des produits locaux ou biolocaux. On a accepté un peu tout le monde. Donc, généralement, l'objet du marché est bien sûr de favoriser des produits locaux et biolocaux, mais ce n'était pas une condition pour rentrer dedans. Donc, on s'est retrouvé avec des prestataires qui, certes, sont situés sur le territoire ou autour du territoire, mais ne proposent pas de produits de qualité. Et donc, nous, derrière, on a des partenaires qui sont allés les accompagner pour que petit à petit, ils améliorent leurs approvisionnements. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Mais pour qu'ils améliorent leurs approvisionnements, pour qu'on puisse ensuite, nous, on puisse mettre en place des critères de plus en plus restrictifs pour nos consultations. Parce que la loi Egalim, qui est faite pour la commande publique en restauration collective aujourd'hui, s'applique surtout aux cantines scolaires, aux hôpitaux, aux collèges, pas encore dans nos pots à nous en collectivité et dans les entreprises, mais on peut penser que c'est une évolution qui va avoir lieu dans les prochaines années. Donc nous, on s'est dit autant l'anticiper pour permettre à ces acteurs-là de se mettre en ordre de marche, comme ça peut prendre du temps. Donc voilà, c'est cet accompagnement qu'on propose aussi. Ensuite, pour accompagner les services au-delà des formations, on a mis en place tout un panel d'outils en fait pour qu'ils puissent s'y retrouver, à la fois un guide sur l'utilisation du logiciel AgriLocal, au cas où, voilà, quand ils ont des questions, qu'ils puissent le trouver par eux-mêmes. Sinon, moi, je reste à leur disposition par téléphone, par mail, voilà, dès qu'ils ont un besoin, soit pour passer leur première commande, soit quand il y a des bugs informatiques, tout simplement. Et aussi donc ça se passe sur notre site internet interne à l'agglomération. Et aussi, voilà, on a mis en place toute une série d'informations sur le projet alimentaire et sur le pourquoi ce marché, parce que c'est quelque chose qui nécessite d'être connu avant que, enfin voilà, pour pas que les services prennent ce marché comme une contrainte qu'on leur impose au quotidien. Et on a fait passer également cette information dans la newsletter interne pour essayer de communiquer le plus possible auprès de nos services. Nous, l'Aglo, ça représente, tu me diras si je me trompe, Cécile, mais il me semble qu'on est 1500 agents en tout. Donc voilà, il y a un certain nombre de personnes à mobiliser pour le faire connaître. Je parlerai des contraintes après, mais ce qu'il faut retenir dans ce projet-là, c'est surtout
Comme le disait James tout à l'heure, si jamais c'est une démarche qui vous intéresse de mettre en place sur vos territoires, c'est quand même conditionné au contexte territorial. Nous, on a pu le mettre en place parce qu'on avait un projet alimentaire territorial qui est de longue date sur le territoire, parce que j'avais du temps à disposition. Cécile Castagny et sa collègue Nathalie Tondeux au marché ont mis du temps aussi pour créer ce marché. Et dans le suivi du marché, c'est quand même assez chronophage. Après, nous, on le porte parce que pour nous, c'est quelque chose qui fait sens, c'est qu'on pense qu'il y a vraiment une puissance de la commande publique, notamment en termes pour porter un projet alimentaire de ce type. Après, voilà, ça dépend de chacun des territoires et peut-être que ce n'est pas un modèle réplicable en tant que tel sur vos territoires. Ce qui a conditionné aussi la réussite de ce projet, c'est vraiment le travail en transversal avec l'ensemble des directions et des services, ce qui n'aurait pas pu avoir lieu si on n'avait pas fonctionné comme ça. Parce que forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, imposer un marché public à des personnes qui ont l'habitude de décrocher le téléphone et qui passent leur consultation en 3 minutes chrono habituellement, il fallait pouvoir les amener à accepter ce marché-là, qui ne prend pas beaucoup plus de temps non plus. Sur AgriLocal, c'est assez rapide. Mais il fallait pouvoir leur faire accepter, et on le sait tous, je pense, le changement de pratique, c'est long. Il y a beaucoup de réticence au changement qu'il a fallu lever. On n'y est pas arrivé à 100%, bien sûr, ça fait que 2 ans qu'on travaille dessus, mais voilà, il y a eu quand même une progression grâce à ce travail en transversal. Maintenant, on a eu quand même quelques difficultés. La première, ça a été sur le fait de faire connaître notre marché sur le territoire. À la fois en termes de communication, nous, au niveau de l'agglo, mais aussi pour les faire s'inscrire, parce que, comme je vous le disais, c'est des prestataires qui n'ont pas forcément l'habitude des marchés publics, qui ne connaissent pas non plus nos pratiques d'achat à l'agglo, et qu'il a donc fallu aller chercher un peu, on utilise souvent l'expression du bâton de pèlerin. C'est vrai que voilà, on a pris des après-midi entières à se rendre sur place pour les faire s'inscrire sur notre marché, sachant qu'on avait vraiment simplifié les démarches administratives au maximum. Il n'y avait que 2 pages à signer et un questionnaire à remplir. C'était quand même pas le plus difficile du monde pour répondre, mais voilà, ça a été quelque chose de très long et on continue encore à faire ce travail-là, d'aller sur le territoire, de discuter avec les gens, de leur expliquer le pourquoi du comment. Et on a eu aussi une difficulté de communication en interne au départ, quand on a demandé à nos référents en juillet 2020 de faire connaître ce travail-là dans leur service, dans leur direction, d'en parler à leurs agents, la communication c'est pas forcément faite. C'est pour ça qu'après, on a essayé de mettre en place des outils sur les intranets, une information dans la newsletter et dans les journaux, enfin tout ce qu'on pouvait faire pour faire connaître cette information. Mais ça n'a pas eu l'écho qu'on souhaitait avoir au départ. Donc, il a fallu aussi lever ce frein-là, sachant qu'on avait certains services, pas beaucoup, mais certains services qui étaient assez réticents au changement, puisque justement, ils avaient des pratiques. Voilà, on leur demandait quand même de sortir de leur zone de confort, de ne pas utiliser toujours le même traiteur qu'ils connaissent très bien, qui ne mettent pas forcément en concurrence avec les autres. Leur demander d'aller choisir des traiteurs qu'ils ne connaissaient pas, voilà, ça a été quelque chose d'assez difficile. Mais on y arrive petit à petit, bien sûr. Le processus de changement, comme je vous disais, est assez long. Et aussi, on a un peu manqué d'un appui au niveau hiérarchique de nos directeurs et de nos élus au départ, qui ne se sont pas emparés en fait de ce projet-là. Et alors, pourquoi ça, on ne saura peut-être jamais, mais c'est vrai qu'il y a le contexte du Covid qui a un peu mis un frein à ce projet, parce qu'on nous disait pourquoi est-ce qu'on s'en emparerait alors que de toute façon, on ne passe pas de commande. On était en 2020, 2021, les événements prenaient à peine, s'annulaient à tour de rôle. Enfin voilà, on s'est dit peut-être que c'est pour plus tard. Et là, on commence à nouveau à les avoir mobilisés sur la question. Et donc, voilà, ça aussi, c'est un point de vigilance assez important pour ce type de démarche. C'est bien d'avoir l'appui de tous les maillons de la chaîne quand on parle d'un projet comme ça, aussi transversal et qui touche tout le monde. C'est bien être sûr que tout le monde soit embarqué dans le projet.
Voilà, si, j'ai essayé d'être assez succincte. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je laisserai Cécile rentrer peut-être un peu plus dans le détail technique du SAD. Merci beaucoup, Elsa Boulot. Alors, effectivement, il y a quelques questions et comme l'ont précisé James Pedron et Cécile Castagny, on va vraiment avoir l'occasion d'y répondre voilà, dans leurs deux prises de parole respectives, juste après. En attendant que voilà, encore une question sur le système d'acquisition dynamique. Donc, je laisserai là aussi Madame Castagny répondre. Peut-être en attendant, si vous avez des questions sur cette partie que je trouve vraiment très intéressante, enfin, c'est vrai que c'est des choses qu'au niveau du RTS, on pointe souvent, c'est si on veut faire évoluer, avancer vers une commande publique de plus en plus responsable. Certes, il existe des outils législatifs, hein, des possibles dans le cadre du Code de la commande publique et il importe de les connaître, mais on voit bien qu'il y a effectivement un gros travail important à mener en interne au sein de la collectivité, mais finalement aussi sur le territoire de sensibilisation, voire de formation, d'accompagnement. Et enfin, voilà, je trouve que c'est votre partage d'expérience le pointe très clairement. Avant peut-être de donner la parole à Madame Castagny, j'avais une question. Vous avez parlé de la sensibilisation et de la formation interne et auprès des acteurs économiques du territoire. Est-ce que ces formations étaient réalisées en direct par la collectivité, peut-être par vous, ou est-ce que vous êtes aussi appuyé là-dessus sur des réseaux d'acteurs? Enfin, je pense peut-être plus sur la partie sensibilisation et formation des acteurs économiques. Non, je vous avoue qu'on l'a fait par nous-mêmes, en interne. Ok, très bien. Voilà. Donc, vous aviez déjà une très bonne connaissance, finalement, vous l'avez expliqué, hein, grâce à la carte aussi dynamique que vous avez réalisée, mais vous aviez aussi du coup une très bonne connaissance des acteurs économiques du territoire. Ah oui, l'avantage de travailler depuis longtemps sur le projet alimentaire nous permettait déjà de connaître soit de connaître un certain nombre d'acteurs, soit de s'appuyer après nous sur nos réseaux d'acteurs, d'associations de producteurs en Drôme, Ardèche, voilà, qui ont pu relayer aussi et nous appuyer en cas de question. Mais c'est vrai que cette connaissance-là du territoire nous a permis de faire ce marché-là. Si on n'avait pas eu, comme je le disais, ce projet-là, peut-être que ça n'aurait pas eu le même impact. Mmh. Très bien. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions plus sur la partie que vous avez exposée, Elsa Boulot. N'hésitez pas, de toute façon, si vous en avez d'autres, on les reposera par la suite. Peut-être, Cécile Cassani, on vous donne la main sur la partie plus technique, voilà, sur les éléments évoqués par Elsa déjà, système d'acquisition dynamique et les différents choix que vous avez faits. Oui, bonjour à tous. Voilà, je pense que Elsa a été assez exhaustive en fait sur le déroulé du projet. Comment s'est intégré en fait le COFP dans ce projet? C'est arrivé un peu en cours de route, c'est-à-dire que Elsa avait déjà commencé à travailler sur son étude. Et nous, en parallèle, on nous a proposé donc, cet accompagnement du COFP pour travailler sur deux marchés qui pouvaient intégrer donc, ce travail sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Pour ma part, donc, moi, j'ai été en fait le pilote de cette action en interne. Et comme le disait tout à l'heure Elsa, on a travaillé donc aussi avec une autre collègue acheteuse qui a porté, elle, la procédure en elle-même. Voilà. Le choix s'est porté sur ce marché-là, tout simplement parce que c'est vrai qu'il était vraiment très à propos du développement durable. Enfin bon, voilà, quoi. Il y avait déjà un sujet qui était évident en la matière. Et puis aussi, pour nous, il était vraiment jugé très intéressant d'aborder en fait le besoin, puisqu'il n'y avait pas de marché à l'heure actuelle. Donc, on partait d'une carte blanche. Et cette fois-ci, pour nous, c'était vraiment l'occasion de pouvoir travailler sur le côté vraiment fonctionnel, et pas seulement, voilà, on a une définition technique qui nous est apportée par un technicien, par un prescripteur, et voilà, on part pour rédiger notre marché.
Donc là, c'est vrai que c'était vraiment, enfin, je pense que toutes les planètes étaient alignées pour pouvoir intégrer ce projet-là, en sachant, comme ça a pu être relevé, c'est que ça prend énormément de temps. On ne peut pas le faire pour tous les marchés publics. Nous, notre direction a évolué. Avant, c'était une direction de gestion des marchés publics qui a évolué vraiment en tant que direction achat. Mais encore aujourd'hui, on n'est pas en capacité de se saisir vraiment côté achat, de travailler sur tous les dossiers, tous les marchés qui nous sont présentés. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour faire succinct. Tout à l'heure, donc, on parlait du SAD. Il est vrai qu'aujourd'hui, le système d'acquisition dynamique est pas beaucoup utilisé parce qu'en fait, il répond à des besoins qui sont quand même relativement spécifiques, dans le sens où ce que va permettre le SAD, contrairement à un accord cadre, c'est de pouvoir faire rentrer tout au long de la durée du marché de nouveaux titulaires. Là, on avait clairement identifié que nous étions dans un marché qui était en pleine évolution, tant au niveau de nos besoins, mais aussi de l'offre, énormément de l'offre qui était peu existante et donc qu'on entendait développer tout au long de ces prochaines années. Donc, il nous fallait vraiment un marché qui puisse évoluer en tant que tel. Alors, certes, c'est un marché qui va demander un suivi un peu plus important que les autres parce que ça veut dire qu'on va avoir potentiellement des nouveaux titulaires qui vont être inscrits au fur et à mesure de la durée du marché, donc ce qui n'est pas le cas d'habitude et donc qui administrativement vont nous demander un petit peu du temps pour les référencer. Mais pour le coup, encore une fois, par rapport à ce marché, c'est vraiment ce qui est intéressant. Surtout que l'idée également, c'est de pouvoir faire évoluer aussi nos critères au fur et à mesure du temps. Donc, en fait, ils sont aujourd'hui, nos critères étaient assez larges et on va pouvoir, en fait, les faire évoluer. Aujourd'hui, ça va être plus sur de la fourniture de produits avec une certaine définition et demain, on va pouvoir intégrer de plus en plus des contraintes liées au bio ou liées peut-être à des véhicules électriques ou des livraisons, je ne sais pas, par tricycle ou des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu la question d'Hervé Formel de la région Grand Est qui demande s'il y a eu, plutôt quelle est l'évolution entre le nombre de titulaires au lancement et au cours de ce SAD, de ce marché. Alors, au lancement, il me semble qu'on en a eu 4 ou 5, quelque chose comme ça. Moi, j'aurais dit à peu près 5. 4 ou 5 et aujourd'hui, donc ça fait bientôt un an, on en a 21, je crois. 20 ou 21. Très bien. Donc, on voit qu'il y avait une réelle plus-value à utiliser ce système et donc à permettre finalement aux acteurs du territoire de s'intégrer petit à petit. Alors après, on avait une question aussi sur le fait que ça soit un peu lourd en termes de délai de commande. Donc, c'est ce qu'expliquait Elsa. C'est pour ça qu'en fait, on a mis en place le système d'agri-local, ce qui nous évite à nous de passer, en fait, pour tous les marchés spécifiques, de passer par notre plateforme de dématérialisation. Toutes nos consultations sont hébergées donc, par agri-local qui répond aux contraintes du code de la commande publique. Donc là-dessus, on est en règle. Et ce que disait Elsa, c'est vrai qu'en fait, ils ont un formulaire à compléter qui est très succinct. Ils lancent leur consultation. Les prestataires qu'ils ont décidé de consulter reçoivent donc un message. Chacun dépose ou pas son offre. Et après, on peut passer à une phase de négociation, mais tout ça, en fait, se fait dans un délai très court. Et donc, en une semaine, on peut très bien avoir déjà passé notre bon de commande. Donc, c'est en ça aussi où on avait besoin effectivement d'un système qui soit très souple et très réactif et très simple. Merci beaucoup. J'espère que Véronique Monpetit de Grenoble
Alpes Métropole a eu réponse à ces questions. Sur la question, les nouveaux s'inscrivent, est-ce qu'ils s'inscrivent dans la durée? Alors oui, puisque pour l'instant, il n'y a personne qui a quitté le marché. Après, en fait, l'avantage aussi à ce niveau-là de ce marché, c'est qu'une fois qu'ils sont recensés, donc inscrits sur le marché, ils ne sont pas obligés de répondre à toutes les consultations, parce que nous, le but d'une consultation, c'est d'aller cibler ceux, en fonction de la fiche de renseignement qu'ils ont remplie, ceux qui peuvent répondre à nos commandes pour ne pas les consulter tout le temps, puisqu'on a quand même beaucoup de demandes. Et ils ont tout à fait le droit de ne pas répondre aussi. Et là, on pensait notamment à certaines saisons pour les producteurs, où notamment l'été, c'est quelque chose de... Voilà, c'est moins faisable puisqu'ils ont beaucoup de travail sur leur terre. Donc voilà, une fois qu'ils y sont, si jamais ils ont envie même de jamais répondre, ils répondront jamais. C'est pas avantageux pour eux, mais voilà, ça les engage pas non plus à nous livrer des commandes très régulièrement. Après, c'est quand même le but, mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Madame Castagny, vous vouliez rajouter Juste, oui, c'est vrai qu'en fait, il faut voir ce marché-là comme une marche en fait, qui s'inscrit dans le projet territoire. L'idée, c'est qu'à la fois, bon, bien sûr, nous, on va être plus vertueux, on va montrer l'exemple, entre guillemets, à travers nos achats, mais ça va pouvoir se dupliquer à d'autres communes et voir à d'autres professionnels du privé. L'idée, c'est que, voilà, c'est que ça nous serve d'exemple et que ça nous permette aussi de faire évoluer l'offre au sein même du territoire, à travers la connaissance qu'on aura pu établir au fur et à mesure de ce marché-là. Donc, c'est vrai que le projet, en fait, est plus vaste et sort du simple marché qu'on a passé. L'actualité géopolitique peut-elle avoir un impact? Est-ce que vous pouvez préciser la question sur l'impact? De quel impact est-ce que vous parlez? Est-ce que c'est les prix? Est-ce que c'est les manières d'acheter? Le coût global. Dans nos achats, peut-être, du coup, j'imagine. Oui. Et ben pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. C'est vrai que ça rejoint la question des clauses DD avec les obligations, les recommandations. On a encore des pratiques de nos services qui sont très tournées sur le critère prix, où on cherche le moins cher possible. Et nous, on leur a bien indiqué que de toute façon, il y a quand même un mythe sur les produits locaux, c'est plus cher. Parfois oui, mais parfois non. Mais c'est vrai que si on cherche à aller dans des démarches plus respectueuses de l'environnement, il faudra quand même faire un effort au niveau financier, donc pas forcément toujours mettre le critère prix, accepter de monter ses prix. Ça, c'est un travail qu'on avait engagé, qui s'est un peu essoufflé, mais qu'on va remener auprès des directeurs en fait, de chacun des services pour se dire, voilà, vous avez un budget sur vos achats alimentaires de temps, on porte une politique à l'agglo qui fait partie aussi du projet de territoire. Donc maintenant, il va falloir aussi que ça puisse suivre en termes financiers, parce que sinon, voilà, ce n'est pas cohérent. Et sur les clauses qui sont intégrées, avec quelles obligations, recommandations, voilà, c'est le même travail. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'oblige pas nos services à mettre des critères extrêmement précis en termes de performance environnementale, parce que justement, dans cette idée d'acceptation d'un marché public qui a trouvé quelques réticences au début, on n'était pas dans cette idée de les obliger. Par contre, on leur répète régulièrement. Et puis maintenant, comme on communique aussi beaucoup plus sur nos autres actions sur le projet alimentaire, voilà, on leur indique qu'il faut qu'ils mettent plus de critères. Et puis, de toute façon, petit à petit, ça va devenir légalement obligatoire. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on y va. On y va pas à pas parce qu'on sait bien que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Merci. Alors, oui, alors quel type de production? Oui. Je vous en prie, je reprenais aussi la question. Okay. Quel type de producteur peut répondre aux demandes de petit déjeuner produits alimentaires? On a alors producteurs pour les petits déjeuners, on n'en a pas beaucoup. On a des boulangeries
Et on a après quelques paysans boulangers sur le territoire, mais qui ne sont pas encore inscrits sur le marché parce que voilà, ils n'ont pas encore pris le temps et que c'est difficile de les avoir. En général, c'est plutôt des boulangeries, et pour la partie fruits, jus de fruits, c'est des producteurs de fruits, tout simplement. Et comme le disait Elsa aussi, on a pas mal de magasins de producteurs. L'idée, c'est aussi de développer cet aspect peut-être transformation. C'est-à-dire que quand le producteur il n'a pas le temps de transformer, ou qu'il le fait mais qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ce côté vente, en parallèle sur l'agglomération se développe aussi tout un réseau pour pouvoir répondre aussi à ce besoin. Donc en fait, c'est vrai qu'à la fois il faut qu'on éduque nos services, mais il faut qu'on voit aussi que même si on est un territoire qui est très agricole, fruitier, maraîcher, etc., l'offre n'est pas complètement mature non plus. Donc il faut qu'on fasse attention, nous aussi, aux critères qu'on peut mettre qui pourraient trop restreindre la concurrence et être assez compliqués, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que tout ça se passe aussi par le biais d'Elsa qui est là pour faciliter la communication interne et externe, voilà, pour faire le relais. Et on l'a fait vraiment, ce marché-là, dans le but, en fait, de progresser, en progression continue. Le premier objectif était de mettre en place un marché qui puisse être utilisé et très rapidement d'évoluer vraiment sur des critères de développement durable. Justement, vous avez une question d'Hervé Formel sur quand plusieurs propositions pour une prestation, comment s'organise le choix, ou peut-être plus précisément sur quels critères, si vous avez quelques exemples à nous fournir. Oui. Là, en fait, ça se passe au niveau de… Quand on crée une consultation, c'est à ce moment-là qu'on remplit nos différents critères. Donc, AgriLocal propose déjà des critères pré-remplis, dont le prix qui est obligatoire, hein, bien sûr, mais après, on peut jouer sur les pourcentages. AgriLocal propose une liste de critères, et après, nous, on peut en saisir manuellement. Et donc, une fois qu'on a, en général, nos services mettent 3 critères. Donc le prix, souvent il y a une performance en matière d'emballage et de conditionnement. Et après, sur la qualité du produit, donc la fraîcheur ou le recours à des circuits courts. Et donc ensuite, comme dans tout marché, le service qui passe la commande, une fois qu'il a reçu ses offres, il fait, alors je ne me souviens plus du terme, Cécile, l'analyse… le tableau. L'analyse des offres. L'analyse des offres classique avec la pondération des critères. Voilà. Alors, on sait, par exemple, dans des critères, on a sur les emballages, on a des critères comme ça. Je ne sais pas si on en a déjà eu sur du bio. Qu'est-ce qu'on a comme critères aujourd'hui qui sont sortis, un peu développés? Non, oui, si, pour certains services, notamment nous, le service environnement, généralement, on met du bio, du circuit court. Il y a aussi un de nos services qui demande à ce qu'il y ait une clause un critère sur l'insertion, que le public prestataire, voilà, soit le personnel qui vient installer un buffet, ou soit le personnel en cuisine, soit du personnel en insertion. C'est majoritairement ces critères-là qu'on retrouve. Et après, voilà, l'idée, c'est de les accompagner de plus en plus à aller sur d'autres critères, mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui est pratiqué. Le timing minimum, alors ça a été un peu la question d'un de nos services qui avait pour habitude, notamment celui qui travaille avec des élus, de passer habituellement des commandes, parfois de la veille pour le lendemain. Nous, on a quand même passé un certain temps à leur expliquer que pour des raisons de confort et aussi de pratique, c'est quelque chose qu'il faut le plus anticiper le plus possible, parce que organiser un buffet pour 50 personnes du jour pour le lendemain, c'est humainement pas viable, et que donc il valait mieux prendre en général une semaine de délai entre la passation de la commande et la livraison, pour être sûr que tout le monde s'y retrouve, notamment s'il faut ajuster au dernier moment. Mais voilà, sortir de ces pratiques du jour au lendemain, et aussi sensibiliser nos élus à ce fait-là, à arrêter de nous demander du jour pour le lendemain
un repas avec installation comprise, parce que voilà, derrière, c'est des acteurs économiques qui peuvent le faire, mais ce n'est pas viable sur le long terme. Oui, et puis il y a la possibilité aussi pour tout ce qui va être récurrent de passer à travers un marché spécifique et un marché à bon de commande. Ce n'est pas interdit. Donc, par exemple, pour des petits déjeuners, on peut très bien décider, pour pas que ça soit tout le temps, toute l'année, le même prestataire, de passer à un marché pour 2 mois ou pour 3 mois, quand c'est récurrent et qu'on sait donner des dates. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, le système d'acquisition dynamique, il est très ouvert pour ça. Au niveau de l'analyse des offres, de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas parti sur des critères qui vont demander une analyse de folie. De toute façon, il faut voir, on est sur une population, que ce soit les traiteurs, les producteurs, etc., ils n'ont pas de temps à consacrer là-dessus. Donc, il faut vraiment qu'on s'adapte et qu'on fasse mouche et qu'on soit très succinct. On ne va pas inventer des critères, on reste sur des choses qui sont, on essaye de rester sur des choses qui sont très objectives, quoi. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à toutes les deux, Elsa Boulot et Cécile Castagny. Je propose, mais on aura peut-être l'occasion à nouveau de rééchanger avec vous, mais je propose de donner à nouveau la parole à James Pedron pour, d'ailleurs, la question a été posée dans le fil de discussion, mais finalement, en synthèse, en quoi ce marché relève-t-il de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération ? Merci pour la question. C'est vrai que c'est vraiment une question intéressante. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier que j'ai envie de partager avec vous, c'est la nature des objectifs, en fait, qui sont poursuivis dans le cadre de ce marché. On voit qu'ils dépassent, ça a été vraiment bien détaillé, merci pour ce témoignage qui était très riche et intéressant. Ils dépassent largement la simple fourniture alors, vous avez compris qu'il y avait une diversité de besoins, des repas, des goûters, des aliments, des petits déjeuners, etc. Donc ça dépasse la simple fourniture. Bien sûr que ça l'inclut, mais on voit bien que on y intègre des notions qui vont relier du coup aux politiques publiques. On a cité le projet agricole alimentaire territorial, qui s'inscrit lui-même dans des objectifs qui sont assez ambitieux de mémoire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un objectif d'autonomie alimentaire de 40 ou 50 dans les prochaines années. Donc, et donc, du coup, c'est un élément qui relie vraiment ce marché à la prise en compte de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a eu une remarque vraiment concrète et pertinente sur le prix. Comment on manie ça, du coup, la prise en compte du prix des différentes offres. Et la réponse mettait bien en avant que finalement, il peut y avoir une variation du prix qu'on observe sur une unité de fourniture, le prix d'un plateau, le prix d'un convive sur un buffet, etc. Mais que finalement, en faisant les choses, en arrivant à mettre les critères les plus ambitieux qui sont proposés, en fait, on interagit avec d'autres politiques publiques. Et que quelque part, certes, on dépense quelques euros de plus sur un plateau repas, mais c'est quelque part la capacité de faire aboutir les politiques publiques en matière de développement économique, de développement agricole, de résilience, d'autonomie alimentaire. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. On voit que l'organisation administrative, elle laisse peu de place, mais en tout cas, tel que le marché est construit, il y a les opportunités d'avoir une lecture plus complexe que uniquement la simple fourniture qui est proposée dans le marché. Donc, et si on va jusqu'au bout, ça fait le lien avec ce qu'on appelle en EFC les fonctions de vie. On a tendance à, du coup, ce qui sont des besoins de la vie quotidienne, comment on fait pour se déplacer, pour habiter, en termes de santé. Et il y a une fonction de vie très importante qu'on appelle le bien vivre alimentaire. Et qui intègre au-delà de la simple fourniture d'aliments ou de repas des notions qui ont été bien développées sur l'ancrage territorial, sur la prise en compte de la durabilité, sur tout un tas de labels et autres. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, c'est la prise en compte ce qu'on appelle des effets utiles en matière de FC, c'est-à-dire les effets utiles environnementaux, socio-économiques qui sont présents dans ce marché.
et dans ce projet. Il y a aussi quelque chose qui me paraît très important, c'est la mise en place des différentes coopérations, à la fois internes et externes. Donc ça aussi, ça a été pas mal détaillé, hein, et je trouve que il y a quelque chose qui illustre bien. Alors la coopération, on a tendance à la définir, une des définitions possibles, et c'est celle qui me semble adaptée au contexte, c'est capacité à prendre en compte les contraintes de l'autre. Et en fait, c'est arriver à faire aboutir des projets en prenant en compte les contraintes de l'autre. Et c'est mutuel. Si on est en coopération, ça veut dire que chaque partie prenante prend en compte les contraintes des autres parties prenantes. Et dans les intentions du projet, il y a quelque chose qui était assez fort, qui a été bien illustré. C'est donc tout le projet a été imaginé dans son ensemble pour ne pas perdre l'adhésion des services utilisateurs et des prestataires. Donc il y a une notion de continuité et d'exigence en même temps, hein, mais de continuité. Et ça sous-entend la coopération. Je veux dire, voilà, on pourrait détailler, ça serait très long, mais le choix des outils, AgriLocal combiné à AWS, tous les moyens, ils ont pas été détaillés, mais qui ont été mis, les guides pour les services, les temps de réunion, puis de formation, une assistance qui est disponible à la fois en interne et en externe. Voilà. Donc, ça, c'est des ressources, hein, et des moyens. Ça a été mis aussi en évidence. Et c'est voilà, c'est un exemple que c'est nécessaire. Alors, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est vrai que ouais, on se rend bien compte qu'une collectivité, elle ne peut pas engager ses ressources et ses moyens sur l'ensemble de ses marchés. Après, c'est les jeux aussi de ces partages d'expérience. C'est-à-dire que là, on l'espère, parmi les personnes présentes, ça va peut-être vous inspirer dans la manière de mener vous-même vos marchés publics et peut-être vous faire gagner du temps et aussi, voilà, donc le partage d'expérience intercollectivité finalement peut être un moyen pour essaimer et peut-être ne pas avoir besoin de consommer forcément tout le temps des territoires comme Valence-Romans-Aglo qui ont innové et qui ont voilà, dû miser un peu plus de temps. Donc il y a de la ressource qui sera nécessaire structurellement au projet, mais c'est une façon de contourner, même si voilà, c'est indéniable, l'innovation, ça nécessite, si on veut le faire dans des bonnes conditions, des moyens. Et puis, autre point qui relie ce témoignage à l'EFC, c'est un dispositif capable de s'adapter aux besoins et aux solutions disponibles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est souvent une limite des marchés publics, c'est qu'on s'engage sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, sur des solutions qui ont été configurées à un moment donné et qui vont rester cadrées dans ces spécifications. Là, alors certes, on n'a pas d'engagement sur le fait qu'on va avoir, il y a des ambitions, mais c'est l'expérience au fil des mois et des années qui va donner ce que le territoire aura réussi à avoir comme taux de produits avec des indicateurs de durabilité. Mais en tout cas, il y a cette agilité possible. Et puis de prendre en compte aussi, voilà, le territoire bouge, il y a des nouveaux acteurs, la volonté politique et à travers la commande publique, elle donne des signaux aussi. Donc le marché permet vraiment de se saisir des nouvelles solutions disponibles. Ça rejoint un peu la notion d'organisation réflexive qui fait partie de la définition de l'EFC. Donc voilà, cette notion d'amélioration des pratiques au fil de l'eau. Donc ça, c'est un autre élément. Voilà, je pourrais être plus complet, mais je pense que là, il y a 4 ingrédients qui relient ça à l'EFC dans une notion de trajectoire toujours. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément acquises là au début, parce que vous avez compris qu'il y avait plusieurs couches. Hein. Il y a une couche d'acceptabilité aussi de passer par le processus de marché public. Et ça, c'est pas rien en soi. Et puis, la couche complémentaire, c'est d'y amener l'ancrage territorial, des critères de durabilité. Donc, tout ça cohabite et s'améliore au fur et à mesure. Si je complète, alors oui, des recommandations pour aller plus loin, il y en a toujours. Hein, il y a des opportunités dans l'approche fonctionnelle de pousser les fournisseurs à aller plus loin. Par exemple, sur la sensibilisation des convives. On a évoqué des pistes là-dessus, mais je pense qu'il n'est pas possible de faire tout en même temps. Il faut peut-être se laisser un peu le temps, mais d'inciter peut-être, voilà, de créer des petits outils simples au départ pour que les efforts qui sont faits pour choisir, retenir des fournisseurs qui sont ancrés sur le territoire puissent se concrétiser par des petites communications sur les plateaux repas, sur les buffets, et rendre ça visible sur les efforts qui sont faits. Voire au-delà de la sensibilisation des convives, il y a des services, par exemple, qui touchent à l'enfance. Il y a des besoins qui ont été exprimés, de pouvoir aller visiter des fermes. Les fermes, on est un peu dans la caricature, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais ça peut être aussi des transformateurs, enfin peu importe, des acteurs du territoire. Donc il y a des liens à faire et qui touchent aussi à d'autres politiques publiques, celles de la sensibilisation, la formation, la petite enfance, etc., ou l'enfance. Et puis, on pourrait imaginer
pareil, des recommandations pour aller plus loin, une rémunération qui va aller au-delà uniquement de la fourniture, pareil, d'un plateau repas, etc. Et que finalement, ces efforts qui sont faits en matière de sensibilisation des convives, donc qui vont aller au-delà juste de la fourniture, qui sont déjà intégrés finalement un peu dans les critères, mais qui donnent pas lieu à rémunération, puissent être des objets de rémunération à la valeur produite. Donc ça pourrait être voilà, une forme d'innovation d'ici quelques temps, quand la première phase déjà du projet serait faite. Dans les recommandations, continuer à mobiliser une équipe de suivi. Hein, ça, c'est vraiment précieux d'avoir cette ressource pendant la vie du marché. Peut-être, je parlais tout à l'heure du plan de progrès, je vous partagerai un lien là avec un guide qui a été fait par les services, la direction des services d'achat de l'État. C'est des outils qui structurent un peu finalement la manière dont on fait progresser les fournisseurs. Alors, il faudra l'adapter au système du SAD, mais ça peut être une façon d'aller plus loin dans la relation partenariale avec les fournisseurs et l'amélioration continue. Et puis, pourquoi pas l'aboutissement dans quelques années d'un écosystème coopératif territorial, donc, qui sont ce type de projets qui sont portés dans le cadre de cooptères, qui peuvent aboutir à des formes juridiques différentes. On parlait des SIC, alors peut-être que c'est adapté ou pas, hein, mais en tout cas, qui positionnent un peu différemment les différents acteurs finalement de ce bien vivre alimentaire, autrement et au-delà uniquement du passage de marché qui, en soi, est déjà un outil, mais il y a des moyens probablement d'aller plus loin. Voilà. Et puis j'ai mis d'une manière plus large pour terminer. Voilà, on l'a cité plein de fois, donc vous avez compris l'importance des coopérations. C'est pas pour rien que la notion de coopération est mise dans cette notion. La question du suivi pendant la mise en œuvre du marché, je pense que c'était bien illustré. Voilà. Et le rapport au temps, ça, quand vous pratiquez les politiques publiques et les achats publics en particulier, je pense que vous avez cette expérience-là. C'est vrai qu'il faut accepter que les choses mettent un peu de temps, parce que c'est quand même multi-acteurs et assez complexe. À la fois se donner un peu de temps en amont avant la préparation du marché. Là, on voit l'investissement qui a été fait quelques mois et quelques années avant, et puis le temps dans le suivi et le temps pour avoir des effets. On n'est pas sur des politiques de très court terme, il faut avoir un peu de patience. Voilà. Si vous voulez passer à la diapo suivante. Puis après, je rajouterais peut-être juste, oui, désolée James, mais on parle commande publique, rapport au temps, implication. Il y a aussi un effet très positif dans ce travail-là, c'est la richesse en fait à laquelle on est confronté quand on mène des démarches de coopération comme celle-ci. Voilà, moi je trouve que même à titre personnel, c'est très enrichissant de connaître les contraintes de chacun, les pratiques de chacun, et ça aide pour d'autres projets aussi à mieux comprendre comment fonctionne un territoire et les logiques d'acteurs qui se jouent. Voilà. Merci pour ce complément. James, oui, alors les ressources. Oui. Alors, les ressources, il y a le guide, ça j'ai déjà évoqué, donc une V2 bientôt. Je vous mets un lien là dans le chat, puis on le reprendra, je pense, dans le mail de rappel, mais sur les ressources de l'atelier commande publique, achat public et EFC. Donc, il y a une séance le 17 mars de 10h à 12h. Et là, le lien d'inscription, on vous le mettra dans le mail aussi suite à la séance. Et puis, ce guide, hop, vous pouvez le trouver facilement, mais je vous mets le lien dans le chat aussi. Donc, voilà, alors c'est pas exhaustif, mais enfin là, vous avez déjà quand même un premier niveau de ressources qui sont assez pratiques. Et qui vous permet. Alors, dans les ressources de l'atelier, en fait, c'est des ateliers de pratique entre professionnels, entre acheteurs. Hein. Donc, on a à chaque fois exploré, alors souvent sur la base de témoignages, des thèmes autour de la coopération, autour du sourcing, autour du plan de progrès. Ça, c'est un thème qu'on a beaucoup travaillé cette année, en particulier avec un participant qui a la chance d'avoir lancé un marché alimentaire sur un lycée dans les Hauts-de-France, sur un sujet beurre au fromage très, très classique. Et en fait, il a saisi cette opportunité pour intégrer un plan de progrès dans son marché. Et donc, on suit cette expérience-là avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et je ferai le lien, après, je terminerai là, mais je ferai le lien avec le choix qui a été fait sur le territoire de Valence Romand Agglo. C'est deux outils qui, parfois, on a des réactions un peu déçues de dire oui, mais on ne garantit pas qu'on va avoir un certain niveau de durabilité sur les critères, etc. Ce qu'on peut des fois espérer quand on fait
un cahier des charges avec des critères très exigeants. J'entends ça, et en même temps, je pense que nous, on mise beaucoup sur la capacité de transformation liée à l'amélioration continue, et justement de ne pas figer les choses en amont, et d'accompagner à la fois à l'interne et à l'externe, voilà, à condition d'avoir des ressources, ce qui est le cas dans ce témoignage-là que vous avez entendu. Mais pour nous, c'est un levier vraiment important pour intégrer l'EFC, où il y a vraiment une démarche apprenante et réflexive qui est importante. Voilà. Merci beaucoup. Le lien ne semble pas fonctionner. Eh ben, je suis curieux. Si le lien ne fonctionne pas, de toute façon, Oui. on renverra vraiment, voilà, à tous les inscrits, on renverra le lien vers l'enregistrement, et puis toutes les ressources qui ont été annoncées. Voilà, je souhaitais aussi en partager, mais j'ai eu quelques empêchements techniques. Mais voilà, on vous refera part de plusieurs ressources. Peut-être avant de se dire au revoir, j'ai vu qu'il y avait encore une question en suspens de Pascal Desromeaux de l'APES, acteur pour une économie solidaire en Hauts-de-France, qui dit, alors moi je ne connais pas, donc à croiser avec le frigo de la démarche effectuelle. James Pedron, est-ce que vous connaissez Non, comme ça, je ne connais pas, mais ça m'intéresse. Je ne sais J'irai pas voir si du coup. Pascal souhaite en dire un rapide mot et puis nous inviter à creuser. Oui, Rapidement. Vous m'entendez bien? oui. Donc, moi, effectivement, j'ai suivi la démarche EFC à la formation à Thémis il y a plusieurs années. Et en même temps, parallèlement, on travaillait, j'étais consultant à l'époque, c'était un précédent métier. Et on travaillait avec des structures qui cherchaient à mettre en place des stratégies, etc. Et on s'est intéressé à la démarche effectuelle, qui est une démarche qui s'oppose, entre guillemets, à la méthode causale. La méthode causale est on fixe des objectifs et on voit comment on va les atteindre avec différentes étapes. Et le risque de la méthode causale, c'est qu'on se fixe des objectifs tellement ambitieux et nécessitant de mobiliser des ressources tellement importantes que finalement, on finit par abandonner en cours de route. Et la méthode effectuelle prend les choses à l'envers et dit de quelles ressources on dispose aujourd'hui et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et on fait ça de manière itérative. Et le frigo de la démarche effectuelle, c'est quelles sont les ressources dont on dispose dans notre frigo pour pouvoir faire la recette qui va bien fonctionner. Et donc, je me disais en écoutant James sur effectivement le dispositif qui s'adapte aux moyens, aux ressources disponibles. Voilà, c'est ça qui m'a fait tilt sur la démarche effectuelle et son frigo. Donc, je vous invite à regarder les démarches effectuelles. Il y a plein de ressources sur Internet sur ce sujet. C'est une démarche tout à fait intéressante qui permet de ne pas se fixer de trop gros objectifs et de travailler à petits pas ou pas à pas dans des démarches de progrès et d'accompagnement du changement ou d'accompagnement de mise en place de stratégies nouvelles. Voilà. Merci beaucoup Pascal pour cette perspective à creuser effectivement. Eh bien, il est déjà 15h30. Je voudrais vraiment remercier grandement James Pedron, Elsa Boulot et Cécile Castagny pour leur intervention et témoignages. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une bonne fin de journée. Et comme promis, je reviens vers vous avec toutes les ressources évoquées. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir.